L'art entre ordre et chaos, figuratif et abstrait, un podcast du Cercle Occident. Ah, l'art, cet élan proprement humain, cette pulsion créatrice que Nietzsche voyait comme la justification même de la vie. Car que serait la vie sans l'art ? Une mécanique froide, un enchaînement d'actes utilitaires, un avenir sans horizon. Une existence purement fonctionnelle en fait. En somme, le nihilisme. Dans les podcasts du Cercle Occident, nous ferons souvent le lien entre des thématiques liées à la réalité, au monde tangible et leur miroir artistique, le monde sensible, invisible. Car comprendre l'art, je le crois, c'est comprendre ce qui dépasse la simple peinture, la sculpture ou le film. C'est saisir ce qui traverse les tensions fondamentales au cœur de l'âme humaine. Le rapport entre ordre et chaos, entre être et non-être, entre tradition et devenir, entre quête de sens et acceptation du flux imprévisible de la vie. Car l'art, à l'image de l'homme, est un devenir perpétuel. Il n'est jamais figé. Il transforme, dépasse et subvertit. L'homme a besoin de créer, non pas comme une fantaisie, mais comme une pulsion primaire, presque animale, une nécessité physiologique pour transcender l'horreur existentielle qui pèse sur ses épaules. C'est cette extase, cette extériorisation jaillie du rêve et du délire de l'artiste qu'il nous faut comprendre. Aujourd'hui, nous allons explorer timidement comment l'art abstrait, souvent perçu comme une rupture brutale avec les traditions figuratives, peut au contraire être compris comme une continuité dans la quête artistique européenne. Nous verrons comment il illustre cette tension entre ordre et chaos, et comment il s'inscrit dans une dynamique propre au devenir, telle que l'on pensait des philosophes, comme Nietzsche et Deleuze. Voyez ce premier podcast comme une introduction globale au sujet de l'art qui reviendra souvent au sein des podcasts du Cercle Occident. Première partie, l'art abstrait, une révolution ou un prolongement. Lorsque vous vous baladez dans les immenses galeries du Louvre, et que vous contemplez les peintures et les sculptures des plus grands artistes européens, vous constatez que les représentations artistiques sont très souvent assujetties aux apparences du monde visible. Un Christ en croix, une nature morte, un paysage. Toutes ces peintures sont des reflets de notre réalité. L'art, en fait, jusqu'à l'apparition de l'abstraction, s'en tenait presque toujours à cette règle, représenter ce qui est tangible et identifiable. Cette tradition figurative, héritée de l'Antiquité et raffinée par la Renaissance, repose sur l'idée que l'art est le miroir du monde. Aussi, pour beaucoup encore aujourd'hui, trahir cette grande règle artistique, cet art dit figuratif, reviendrait à trahir une essence de l'art européen. Un art immuable et figé dans des codes de beauté, définis jadis par Platon puis par les philosophes européens. Ainsi, l'art abstrait, résolument moderne, est souvent très mal perçu et vite balayé d'un revers de main comme un énième symptôme d'une soi-disant décadence de l'Occident. Or, il n'en est rien. Hegel, dès 1832, avait déjà pressenti cette évolution, en affirmant la chose suivante. L'art doit donc se proposer une autre fin que l'imitation purement formelle de la nature. Dans tous les cas, l'imitation ne peut produire que des chefs-d'œuvre de technique, jamais des œuvres d'art. Fin de citation. Ces mots résonnent particulièrement à l'aube de l'abstraction dans les années 1910. L'art ne saurait se réduire à une simple reproduction du réel. Il doit chercher à exprimer ce qui dépasse l'apparence, à atteindre une vérité plus profonde, un esprit qui échappe à la matière brute. C'est précisément ce qu'ont exploré Kandinsky, Klee, Mondrian et Malevich et d'autres au début du XXe siècle. L'abstraction, loin de nier la tradition, la transforme. Elle déplace le centre de gravité de l'art, de la représentation fidèle à l'expression pure. Partie 2, ordre et chaos, le geste de l'artiste abstrait. Prenons Vassili Kandinsky comme exemple. Dans son œuvre Avec l'arc noir, peint en 1912, nous voyons un monde de formes et de couleurs en interaction constante. Rien n'est représenté au sens classique. Pourtant, la composition suscite des émotions intenses, comme le ferait un clair-obscur du Caravage d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que, malgré son apparence chaotique, l'œuvre est minutieusement structurée. Maurice Denis, dès 1890, soulignait déjà, je cite, « Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane, recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. » Fin de citation. Et lorsque vous observez la peinture de Kandinsky, ce qui saute aux yeux, c'est la dynamique des formes et des couleurs et leurs relations les unes avec les autres. Ainsi, l'art abstrait opère un renversement des formes et des couleurs qui, plutôt que de s'agencer parfaitement pour donner naissance à une structure tangible, la femme nue, le cheval de bataille, se retrouvent projetées dans leur propre univers, où elles interagissent comme des particules, donnant naissance à une nouvelle réalité.
invisibles, spirituelles et émotionnelles. Cette liberté des formes cherche à provoquer des émotions par le jeu de la composition, des harmonies colorées, des équilibres, des masses et du mouvement autour de l'arc noir, véritable chef d'orchestre de la toile. Vous retrouverez cette manière d'opérer dans beaucoup de peintures abstraites. Ainsi, si nous pouvions donner une définition de l'art abstrait, elle serait la suivante. L'art abstrait est une forme d'expression libérée des contraintes de la représentation mimétique, où forme, couleur et texture se détachent du monde tangible pour devenir les vecteurs d'une réalité intérieure. Partie 3. La distance créatrice, une quête spirituelle. Ce processus de libération des contraintes de l'art figuratif pour devenir art abstrait ne se fait pas sans une prise de distance radicale. Aby Warburg, historien de l'art, offre une perspective essentielle. Il dit, je cite, « La création délibérée d'une distance entre soi et le monde extérieur peut être considérée comme l'acte fondamental de civilisation. Quand cette distance est source de créativité artistique, la conscience de la distance peut remplir une fonction sociale durable. » Fin de citation. L'abstraction est cette distance. Elle ne cherche plus à refléter le monde tel qu'il est, mais à en explorer les dimensions invisibles, spirituelles et émotionnelles. Kandinsky, influencé par la musique de Wagner, parlait d'abstraction lyrique. Ces tableaux, comme des symphonies, ne racontent pas une histoire, ils éveillent des états d'âme. Il était également ami avec Arnold Schoenberg, le compositeur de la première partition atonale. Et c'est ici que l'on retrouve l'écho de Nietzsche. L'abstraction est une expression de ce que Nietzsche nomme l'innocence du devenir. Elle ne cherche pas de finalité, elle ne juge pas. Chaque œuvre est un moment singulier dans le flux de la vie, une intensité parmi d'autres. L'abstraction dépasse la morale traditionnelle et toute notion de transcendance. Le chaos vient du cœur de l'artiste et l'immanence est au cœur de l'œuvre. L'art abstrait n'est que l'incarnation esthétique de l'innocence du devenir. Dans l'abstraction, il n'y a ni jugement, ni finalité, seulement une exploration continue de ce qui est. L'artiste, détaché des contraintes morales ou métaphysiques, devient le créateur d'un univers où le chaos se transforme en ordre fugace, où l'éphémère devient l'essence même de la beauté. Que pouvons-nous dire en guise de conclusion à cette introduction globale ? La plupart de ces artistes ne se contentent pas uniquement de peindre. Leurs œuvres sont souvent accompagnées de textes justifiant cette incroyable rupture avec l'art dit figuratif. Ces textes exposent leurs ambitions, justifient leurs intentions et montrent bien cette volonté de continuité avec l'art européen, malgré une rupture effective avec l'art dit figuratif. L'art abstrait incarne cette tension entre ordre et chaos, entre invisible et visible, entre tradition et création. Tension qui est au cœur, je crois, de la pensée européenne depuis des siècles. Avec les artistes dits abstraits, nous voyons l'art s'éloigner des formes reconnaissables pour célébrer le flux du devenir. C'est une esthétique libérée des contraintes, où l'artiste devient un explorateur, un créateur d'univers. En ce sens, l'art abstrait touche peut-être à une vérité. Et si face à un tableau abstrait vous êtes encore déstabilisé, c'est peut-être parce que ce tableau vous confronte à votre propre rapport au chaos, à votre désir de trouver du sens dans ce qui en réalité n'en a pas. Et en cela, elle est profondément européenne. Car souvenez-vous de ce que disait Nietzsche, il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. L'artiste, en ce sens, est bien plus proche du surhumain que n'importe quel intellectuel. Merci à tous de m'avoir écouté. Nous reviendrons sur l'art abstrait dans plusieurs autres podcasts afin d'étudier plus en profondeur le rapport entre art et devenir de l'homme. Nihilisme, transmutation des valeurs, éternel retour et surhumain. Bienvenue dans cet épisode dédié à Friedrich Nietzsche. Philosophe central du XXe siècle, Nietzsche continue de marquer les esprits et d'influencer notre époque. Mais il faut bien l'admettre, ses œuvres sont souvent exigeantes et difficiles d'accès. Beaucoup, et je le comprends, j'en suis moi-même friand, préfèrent alors lire des résumés ou des articles sur internet. Pourtant, même si l'immense bibliographie autour de Nietzsche est essentielle, sa pensée a souvent été mal interprétée, voire déformée, aussi bien à gauche qu'à droite. Dans ce podcast, je vais humblement revenir directement à la source de Nietzsche, pour vous en résumer les idées principales, sans filtre ni trahison je l'espère, et ainsi vous permettre de mieux saisir l'essence de sa philosophie, du moins en surface. Préparez-vous rapidement à plonger dans une pensée exigeante mais essentielle pour comprendre les crises du sens du monde moderne et imaginer le devenir de l'homme. Première partie, le nihilisme, les étapes d'un triomphe destructeur. Le nihilisme chez Nietzsche désigne la dévalorisation des valeurs suprêmes sur lesquelles une culture se fonde, entraînant une perte de crédibilité et d'autorité. Il ne s'agit pas de simples idées, mais de préférences inconscientes qui structurent l'existence.
Le nihilisme survient lorsque ces valeurs perdent leur pouvoir contraignant, provoquant une perte de repères et un sentiment de détresse. Ce phénomène est perçu par Nietzsche comme la logique de la décadence. Il se manifeste particulièrement dans l'évolution de la culture européenne contemporaine, marquée par l'affaiblissement des anciennes valeurs. La mort de Dieu symbolise ce processus, où les anciennes régulations organisatrices de la vie, qui constituent depuis des siècles le socle de la culture européenne, s'effondrent. Toute valeur suit une histoire d'ascension, de domination puis de déclin, et le nihilisme incarne cette logique de décadence. Nietzsche dresse une généalogie du nihilisme. Historiquement, les forces réactives ont triomphé sur les forces actives. Et cette victoire de la négation sur l'affirmation se traduit par ce que Nietzsche appelle le triomphe des esclaves. Les forces réactives, issues de l'impuissance, ont gagné non pas par accumulation, mais par contagion, entraînant une dégénérescence. Les faibles, nourris par la haine et le ressentiment, développent une forme d'ingéniosité et prennent le dessus sur les puissants, notamment à travers la manipulation des valeurs. La guerre souterraine entre les faibles et les forts se joue dans le monde des valeurs, où les forts sont limités et contraints. Cette victoire de la vie malade résulte en un monde où les instincts des puissants sont punis et la morale des esclaves devient dominante. Nous le voyons aujourd'hui, nous le constatons à travers le triomphe absolu de l'égalitarisme, de la démocratie, de l'universalisme et de l'humanisme. Ainsi, chez l'homme, le nihilisme suit les étapes suivantes. Petit 1, le ressentiment. C'est de ta faute. Le faible ne réagit plus par l'action, mais par le ressentiment. Il ne lutte pas, il accuse et se plaint. La vie est séparée de sa puissance, et son affirmation est inversée. L'agneau, symbole du faible, déclare « Je pourrais accomplir tout ce que fait l'aigle, mais j'ai du mérite à m'en abstenir, qu'il fasse comme moi. » Le ressentiment détourne la force créatrice pour la transformer en une force réactive. Petit 2, la mauvaise conscience. C'est ma faute. Les forces réactives se retournent sur elles-mêmes, s'accusant cette fois intérieurement. Cette autocritique devient contagieuse, un exemple pour les autres. La vie est intériorisée et culpabilisée, amorçant une dynamique d'autodestruction morale. Petit 3, l'idéal ascétique. La vie réactive et affaiblie finit par vouloir la négation de la vie elle-même. Sa volonté de puissance se transforme en une volonté de néant. Elle condamne la vie au nom de valeurs prétendument supérieures, valeurs qui, en réalité, nient et s'opposent à la vie. Cet idéal ascétique, marqué par l'apogée des forces réactives, annonce leur triomphe spirituel. Ces 3 premières étapes trouvent leurs expressions dans le judaïsme et le christianisme, le second ayant été préparé par la décadence de la philosophie grecque. Petit 4, la mort de Dieu. Les valeurs divines sont abandonnées au profit de valeurs humaines trop humaines, l'utilité, le progrès, l'histoire. Pourtant, cette transition vers l'humanisme ne rompt pas avec les forces réactives. Ce changement ne fait que perpétuer l'esclavage de l'esprit et le poids des valeurs réactives, cette fois sans transcendance divine. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Petit 5, le dernier homme est l'homme qui veut périr. L'aboutissement du nihilisme se manifeste par le dernier homme, qui s'abandonne à l'inaction et au confort. Il déclare « tout est vain ». Face à cela, il préfère s'éteindre passivement. Un néant de volonté plutôt qu'une volonté de néant. Mais cette volonté de néant finit par se retourner contre elle-même, inspirant à l'homme le désir de destruction active. C'est l'homme qui veut périr cette fois-ci, celui qui cherche à s'anéantir consciemment. Et si nous ne faisons rien, ce dernier homme sera l'aboutissement de l'Europe. Partie 2, la transmutation des valeurs, transformer la négation en affirmation. Face au nihilisme, Nietzsche propose une solution radicale, la transmutation de toutes les valeurs. En allemand, cela se dit Umwertung aller Werte, que l'on peut traduire littéralement par réévaluation de toutes les valeurs. Mais qu'est-ce donc? Cela passe par plusieurs étapes. Petit 1, l'affirmation du devenir. Le nihilisme nie non seulement l'être, dont il reconnaît la ressemblance avec le néant, mais surtout le multiple et le devenir. La première étape de la transmutation est donc l'affirmation de ce qui est multiple et en perpétuel devenir. Cette affirmation engendre une joie du divers, en opposition à la valorisation des sentiments négatifs ou des passions tristes sur lesquelles repose le pouvoir du nihilisme. Sur cette affirmation du devenir, je vous renvoie à mon précédent podcast sur l'art abstrait, où les artistes, marqués par le nihilisme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, réinterprétèrent les codes artistiques pour passer d'un art plutôt figuratif à un art abstrait, où l'abstraction en tant que nouveau devenir spirituel de l'artiste joue ce rôle de lutte contre le néant de la volonté, contre l'homme qui veut périr et s'anéantir. Petit 2, l'éternel retour, la pensée sélective et l'épreuve du vouloir.
L'éternel retour est à la fois une épreuve et une réévaluation. Imaginez que chaque instant de votre vie, jusqu'au moindre détail, doive revenir éternellement. Seriez-vous capable de l'aimer et de le vouloir encore et encore ? Nietzsche développe la pensée de l'éternel retour pour contrer ce nihilisme qui conduit à la condamnation de l'existence. L'objectif de cette doctrine est de provoquer une affirmation radicale de la vie, où chaque instant est accepté comme devant revenir éternellement. En posant la question « veux-tu cela encore et encore ?», Nietzsche invite à une évaluation de la vie selon un affect d'acquiescement total, révélateur du rapport de l'individu à lui-même et à la réalité. Cette idée est liée au gai savoir, une attitude joyeuse et affirmée face à l'existence. L'éternel retour est un moyen de surmonter la décadence en approuvant pleinement l'instant vécu. L'éternel retour devient ainsi un moyen d'élévation et de réaffirmation de la vie. Cette doctrine propose une nouvelle forme de pensée, plus courageuse et vivante. Elle invite à vivre intensément chaque instant pour en faire un acte d'acquiescement à la totalité de l'existence. Et enfin, lorsque l'éternel retour est pensé par celui ayant dit oui à la vie, son acceptation de la vie est renforcée, sa volonté de puissance est alors maximale. Advient ainsi le surhumain, qui accepte et aime la réalité telle qu'elle est, là où l'idéaliste la fuit, en l'aimant telle qu'elle devrait ou aurait pu être. Petit 3, le surhumain, l'affirmation incarnée. Petit aparté. En allemand, Übermensch se dit littéralement surhumain, pas surhomme. Pour dire homme en allemand, c'est Mann. Or, il n'a jamais été question d'un quelconque Übermann chez Nietzsche. Il faut de suite évacuer l'idée ridicule et souvent répandue que le surhumain est un être surpuissant physiquement et intellectuellement. Fin de l'aparté. Le surhumain chez Nietzsche est la forme la plus haute de l'acquiescement à la vie, symbolisant le rejet des valeurs ascétiques qui dévalorisent la vie sensible au profit d'un arrière-monde transcendant. Il incarne ce qu'il appelle le sens de la terre, une affirmation radicale de l'existence dans toute sa réalité chaotique et imparfaite. Contrairement aux idéaux religieux et ascétiques qui nourrissent l'illusion d'un monde supérieur, le surhumain prône l'attachement à la terre et à la vie, refusant les espoirs supraterrestres et les empoisonneurs qui prêchent ces illusions. La mort de Dieu, ou l'effondrement des anciennes valeurs, est la condition nécessaire à l'émergence de ce surhumain, qui devient ainsi la volonté ultime et la valeur suprême pour l'humanité. Attention toutefois, le surhumain chez Nietzsche ne relève pas d'une attente messianique. Il ne s'agit pas non plus d'une nouvelle humanité, ni d'une humanité uniformisée ou d'une nouvelle espèce, mais d'un type d'homme supérieur. Son rôle n'est pas de restaurer des valeurs héritées du passé pré-chrétien, païen, mais de détruire les anciennes valeurs et de créer continuellement de nouvelles normes. Le surhumain est ainsi un être en perpétuel devenir, en harmonie avec les cycles cosmiques et la danse infinie de Dionysos, s'épanouissant dans l'abîme du temps et souriant au chaos. Voilà pour cette rapide introduction, nous reviendrons sans doute sur chacune des idées évoquées car elles méritent tout un épisode à part entière. Je terminerai par cette citation extraite du Crépuscule des idoles. Qu'est-ce qui peut seul être notre doctrine ? Que personne ne donne à l'homme ses qualités, ni Dieu, ni la société, ni ses parents et ses ancêtres, ni lui-même. Personne n'est responsable du fait que l'homme existe, qu'il est conformé de telle ou telle façon, qu'il se trouve dans telle condition, dans tel milieu. La fatalité de son être n'est pas à séparer de la fatalité de tout ce qui fut et de tout ce qui sera. L'homme n'est pas la conséquence d'une intention propre, d'une volonté, d'un but. Avec lui, on ne fait pas d'essai pour atteindre un idéal d'humanité, un idéal de bonheur ou bien un idéal de moralité. Il est absurde de vouloir faire dévier son être vers un but quelconque. Nous avons inventé l'idée de but. Dans la réalité, le but manque. On est nécessaire, on est un morceau de destinée, on fait partie du tout, on est dans le tout. Il n'y a rien qui pourrait juger, mesurer, comparer, condamner notre existence, car ce serait là juger, mesurer, comparer et condamner le tout. Mais il n'y a rien en dehors du tout. Personne ne peut être plus rendu responsable. Les catégories de l'être ne peuvent plus être ramenées à une cause première. Le monde n'est plus une unité, ni comme monde sensible, ni comme esprit. Cela seul est la grande délivrance. Par là, l'innocence du devenir est rétablie. L'idée de Dieu fut jusqu'à présent la plus grande objection contre l'existence. Nous nions Dieu, nous nions la responsabilité en Dieu. Par là seulement, nous sauvons le monde. Télos, ethos et mythos, les clés de toute civilisation. Télos, ethos et mythos, trois concepts fondamentaux qui façonnent toutes les civilisations, toutes les sociétés et qui se manifestent à chaque époque sous des formes différentes. Ils sont partout, agissent en profondeur et pourtant, peu les comprennent vraiment. Une véritable élite spirituelle, celle que nous voulons créer, doit être capable d'identifier ces trois éléments, d'en saisir les mécanismes, car c'est seulement en comprenant leur dynamique qu'elle peut les utiliser consciemment.
Une civilisation qui maîtrise son télos, son ethos et son mythos est une civilisation qui sait où elle va. Le télos tout d'abord. Le télos, c'est la finalité, le but ultime. Il donne une direction à un peuple, une orientation vers laquelle il tend. Aucune société ne peut exister sans télos, sans une vision qui transcende les individus et leur donne un sens collectif. Ce télos n'est pas figé, il évolue, il se transforme, mais il reste la boussole qui guide une civilisation. Ce télos, cependant, n'émerge pas de nulle part. Il découle de l'éthos, c'est-à-dire de la culture profonde d'un peuple. L'éthos, c'est l'ensemble des attitudes, des habitudes, des manières d'être qui caractérisent un groupe. Il structure l'identité collective, oriente les choix, façonne les comportements. Un peuple sans ethos clair est un peuple qui se dissout, qui perd sa cohérence interne. Mais l'éthos lui-même trouve sa source dans le mythos. Le mythos, ce sont les récits fondateurs, les grandes histoires qui donnent du sens à l'existence collective. Ce sont les mythes, les légendes, les traditions, mais aussi toutes les formes de narration qui codifient une culture. Un mythe, ce n'est pas une fable destinée à endormir les esprits, c'est un véhicule de transmission des principes essentiels d'une civilisation. Tout au long de l'histoire, ces récits ont servi de repères. Ils sont la base sur laquelle se construit un peuple. Ils façonnent son imaginaire, influencent sa vision du monde, conditionnent ses aspirations. À travers eux, une société structure son ethos et définit son télos. C'est donc à ceux qui gouvernent la cité, si vraiment on doit l'accorder à certains, que revient la possibilité de mentir, disait Platon. Ces mensonges utiles, tels que les concevait Platon et d'autres penseurs, ne sont rien d'autre que des formes spécifiques de ce mythos. Ici, on ne parle bien évidemment pas du mensonge au sens trivial du terme, mais d'une vérité condensée dans un récit symbolique. Ils permettent de rendre accessibles des principes abstraits, de les ancrer dans des formes compréhensibles et mobilisatrices. C'est d'ailleurs ici que réside le rôle fondamental d'une élite. Maîtriser ses principes, comprendre les récits qui structurent une société, être capable d'en créer de nouveaux lorsque l'ancien cadre s'effondre. Une élite qui ne contrôle plus le mythos, qui ne sait plus formuler un télos clair ou structurer un ethos cohérent, abandonne sa fonction et laisse place au chaos. Ces trois éléments ne sont pas indépendants. Ils forment une boucle de rétroaction constante. Le mythos façonne l'éthos, qui lui-même oriente le télos. Mais le télos peut aussi réinterpréter le mythos, et l'éthos évolue en fonction des nécessités du temps. Ce n'est pas une mécanique rigide, c'est une dynamique vivante, un mouvement perpétuel qui demande une attention constante. Comprendre cette équation conceptuelle, c'est comprendre les fondations sur lesquelles repose toute civilisation, et surtout la civilisation européenne. Une élite véritable ne se contente pas d'exercer un pouvoir administratif ou technique. Elle doit être capable de donner du sens, d'articuler une vision cohérente, d'inscrire une société dans un récit plus vaste. Sans télos, une civilisation s'éparpille. Sans ethos, elle se dissout, et sans mythos, elle s'effondre. Il y a quelque chose d'assez redondant à chaque fois que je débat avec des gens de droite. Ils justifient quasiment toutes leurs idées, leur philosophie ou leur action politique par l'histoire, avec un grand H. L'histoire devient leur refuge, leur argument massu, leur justification absolue. Par exemple, on m'a souvent dit « Oui, les États-Unis d'Europe ne se feront jamais car dans notre histoire, les Européens n'ont jamais réussi à faire une telle alliance. Ce n'est pas dans notre nature historique que de s'allier. » Et si on critique leur vision du monde, ils nous rétorquent « C'est comme ça que ça s'est toujours passé. » Et si on leur parle d'innovation politique, ils nous disent « Il faut rester fidèle à la tradition. » Et si on leur montre les limites de leurs idées, ils nous balancent « C'est ancré dans notre civilisation. » Mais cette obsession du passé, cette historicisation à outrance du politique, n'est-elle pas un piège ? Une manière de fuir la responsabilité de créer quelque chose de nouveau ? Une excuse pour ne pas affronter l'avenir ? Dans ce podcast, on va déconstruire cette obsession pour l'histoire. On va voir comment Nietzsche, dans Considérations inactuelles, démonte l'historicisme et pourquoi cette critique s'applique aussi bien aux réactionnaires qu'aux marxistes, que je n'oublie pas d'ailleurs. Le grand problème de la droite conservatrice et réactionnaire, c'est qu'elle ne pense pas l'histoire comme un champ des possibles, mais comme un destin gravé dans le marbre. Pour elle, tout est déterminé par le passé. Le présent et l'avenir doivent être les reflets fidèles d'un âge d'or révolu. Nietzsche, sur ce sujet-là, identifie trois types d'histoires. Tout d'abord l'histoire antiquaire, celle qui conserve, qui sacralise le passé, qui en fait un musée figé. C'est le grand mal des conservateurs. Ils ne veulent rien changer, juste préserver. Mais préserver quoi d'ailleurs ? Ensuite, l'histoire monumentale. C'est celle qui glorifie les héros et les grandes époques sans nuance, en oubliant toutes les forces obscures qui les ont produites. C'est l'histoire des nationalistes, qui idéalisent leur nation en gommant ses contradictions. Et enfin, l'histoire critique. C'est celle qui déconstruit, qui remet en cause, qui permet de s'émanciper du poids du passé. Alors doit-on adopter cette dernière approche, cette histoire critique sans réserve ? Oui, mais avec prudence.
Nietzsche nous met en garde contre une histoire critique stérile, celle qui ne sert qu'à démolir, qui érode tout sans rien reconstruire derrière. C'est le travers de l'histoire universitaire moderne, qui se complaît dans une posture de juge froid du passé, disséquant les époques avec un regard anachronique et moraliste. Aujourd'hui, ce travers s'incarne aussi dans ce qu'on pourrait appeler le wokisme, une lecture du passé uniquement sous le prisme des oppressions, des victimes et des bourreaux. Cette approche finit par être aussi paralysante que l'histoire antiquaire des conservateurs. Au lieu de nous inspirer, elle nous accable d'une culpabilité permanente. Ce qu'il faudrait, c'est une histoire critique au service de la vie, et non une histoire qui stérilise la pensée. Une histoire qui ne cherche pas à moraliser ou à pleurnicher, mais qui nous donne des armes pour mieux comprendre, mieux agir et mieux créer. Le problème de la droite, c'est qu'elle est incapable d'assumer cette histoire critique, car cela l'obligerait à voir son propre héritage avec un regard lucide, et surtout d'être capable de le dépasser. Pour autant, la gauche marxiste ne fait pas forcément mieux. Le matérialisme historique de Marx se veut une rupture avec le passéisme, mais il tombe dans un autre piège, le déterminisme. Là où la droite sacralise le passé, le marxisme sacralise l'avenir. Il considère que l'histoire suit un sens inévitable, qu'elle avance selon une logique de classe qui nous mènerait inéluctablement vers le socialisme, puis vers le communisme, bref, le grand soir. Mais Nietzsche nous met en garde aussi contre cette vision mécaniste de l'histoire. Il refuse l'idée d'un progrès nécessaire. Pour lui, l'histoire est chaotique, imprévisible, traversée par des élans de volonté de puissance, par des révolutions inattendues, par des ruptures brutales. Elle n'a pas de sens en soi, elle est simplement ce que nous en faisons. Et c'est là, paradoxalement, que le marxisme et la droite traditionnelle peuvent se rejoindre. L'un est enfermé dans la nostalgie, l'autre dans la nécessité historique. Mais dans les deux cas, on retrouve la même passivité, la même soumission à un grand récit qui dicte aux hommes ce qu'ils doivent être, plutôt que de leur permettre de se réinventer. Alors que faire de l'histoire ? Doit-on la rejeter entièrement ? Vivre sans passé ? Non, bien évidemment. Mais il faut sortir de la prison historiciste. Nietzsche nous invite à penser une histoire affirmative. Une histoire qui ne soit ni une simple conservation, ni une mécanique déterministe, mais une force vitale. Il ne s'agit pas de vénérer le passé, ni d'attendre un futur écrit d'avance, mais de sélectionner dans l'histoire ce qui peut nourrir notre propre volonté de puissance. L'histoire doit être un matériau brut, et non un fardeau, un tremplin, et non une chaîne. Cela vaut pour la droite. Une droite qui se contenterait de pleurer le passé, ou de citer l'histoire comme argument d'autorité est une droite morte. Une droite véritablement révolutionnaire devrait comprendre que l'histoire est une force à conquérir, et non un livre sacré à réciter. Il ne faut plus être les esclaves du passé. Il faut désormais que nous soyons les maîtres du temps.